sous les monts, oubliés au fond des entrailles de l'histoire. 14-18, la terre et des terres. Promis, juré, craché, mes sœurs, mes frères. Dans les tranchées, vous croyez qu'on avait gagné la paix, qui devait achever la dernière guerre. On y croyait, c'était trop beau. Avec notre coquelicot à la boutonnière. Et toutes nos promesses en bandoulière. Tu parles. 20 ans après, on replongeait dans le grand charnier. Ça parle des oubliés de la grande histoire, du nationalisme, de propagande. Ça parle d'exil, De retour au pays. D'un frère qui se bat, d'un frère qui désobéit. Des villages et des villes défigurées. au sens propre comme au sens figuré. Et ces Belges qui se sont fait la malle. Plus d'1 million. Bye bye Belgium. Qu'on voit fuir la misère dans les plages du JT. Sans prétention mais sans concession. Nous allons ouvrir la réflexion. Enfants nés sur les bons, on va raconter l'histoire des enfants nés sous les ponts. Oubliés au fond des entrailles de l'histoire. La promesse d'une bonne nouvelle, l'insouciance de l'été. La quiétude des champs de blé, parsemés de bleuets et de coquelicots. Qu'attendait la peau du moissonneur ou le couteau de la batteuse. Ils avaient 17, 25 et 30 ans. Beaucoup avaient les mains et la nuque acheminée de la beurre. Les doigts usés de l'ouvrier. Les ongles cassés, du tourneur ou du mécanicien. Il y avait des palefreniers, des boulangers, des maîtres d'hôtel, Des garçons de bureau. Des pères de des notaire, charcutiers, des horticulteurs, colporteurs. Des rédacteurs. des bâchers, Des portefaix. des des bergères, prêtres, des rémouleurs des cuisiniers, et des taillandiers. il y eut soudainement des civils, Des militaires de carrière. des conscrits, Des réservistes. des laitières, des marins, des fantassins, Des oies. Des aviateurs. des brancardiers, des télégraphistes, des sous-officiers, des sous-mariniers. des infirmiers, Des pucelots. il y eut soudainement Des soldats. Il s'appelait Émilie, Auguste et Victor. Mais aussi Albert, Jacqueline, Honorine, Jacques, René. Tant de voyageurs sans bagages qui durent quitter leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Qui durent laisser là le bureau, l'établi, le tour, la boutique ou l'étable. Qui durent revêtir l'uniforme mal coupé, le pantalon garance et le képi cabossé. Qui durent endosser le barda trop lourd et chausser les godilles coûtés. Sur tous les soldats mobilisés entre 1914 et 1918, plus de 9 millions ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Leurs noms sont gravés dans la pierre froide des monuments de nos villes. Et quand l'église s'est tue, quand l'école est fermée, quand la gare est close, il reste ces listes de mots, ces listes de noms et de prénoms
qui rappelle le souvenir de pays dont les campagnes est si peuplée. Allez, ça va faire 3 heures qu'on cherche ce foutu bouquin. Oh, regardez! Oh, j'avais trop peur de ne pas le retrouver. Heureusement que mamie Émilie gardait tout. On dit garder parce qu'elle vient de mourir et qu'on doit vider la maison pour la vendre. Les autres s'occupent du reste et nous, on s'occupe du grenier. Quand on était petits, on adorait venir jouer ici. Aujourd'hui, c'est vraiment le bordel. Et nous devons tout trier. Mamie Émilie, elle gardait tout. Tout, même les affaires de son père. La vieille machine à écrire de grands papiers augustes. Le fer à repasser de sa mère et la machine à café de ses parents. Des vivres non périssables, conserves, sucre, sel, poivre en cas de pénurie de nourriture. Des tonnes de vieux morceaux de savon en cas de pénurie de savon. Des caisses de vieilles bougies en cas de pénurie d'électricité. Des sacs entiers de bouchons en cas de pénurie de bouchons. Des allumettes, Des vieux journaux. Des sparadraps du mercurochrome pour soigner toute une armée. Des gants, des écharpes, des moufles et même des vieilles douilles d'obus. mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? On avait beau lui dire que tout garder ne servait à rien, que la guerre était finie depuis bien longtemps. Elle nous répondait invariablement. On voit bien que vous n'avez jamais manqué de rien. Ah, mamie, comme tous les vieux qui ont vécu la guerre, on sait que... Tous les bouts de ficelle trouvent un jour leur utilité. Il est à remplir le grenier. Ah, mamie Émilie, on l'aimait bien. Heureusement, elle gardait tout. Et À ma tendre Émilie, pour notre petit Serge, Notre grand-père, qui se pose des questions afin qu'il comprenne pourquoi son papa n'était pas là le jour de sa naissance. le 21 novembre 1917. je ne sais pas par quel miracle je suis sortie de cet enfer. Des fois, je me demande s'il est vrai que je suis encore vivant. Pourquoi ai-je été de ce petit nombre qui a eu la chance de s'en tirer? Seul, au milieu de la nuit, On est tout petit, il fait froid, il fait noir et on s'ennuie terriblement. Malgré tout, il faut rester sur ses gardes, car à tout moment, le danger peut sur nous. En souvenir d'une belle soirée, amitié sincère, monsieur Victor van der Stappen. Auguste, notre arrière-grand-père, a épousé Émilie, notre arrière-grand-mère. Vous vous souvenez? Tous les bouts de ficelle trouvent un jour leur utilité. Et puis, ils ont eu un fils, Serge, notre grand-père. Et nous, on est encore après. Mais en fait, celui-là, Victor van der Stappen, je sais pas qui c'est. Merde! Code de mon Dieu! On est complètement liés. L'histoire a Alzheimer, quoi. Je m'appelle Victor van der Stappen et je suis le meilleur ami de Liszt. Qu'est-ce que vous faites encore à cette heure-ci? Il est 22h, c'est l'heure du couvre-feu. Vous êtes qui, vous? Et puis, vous êtes qui pour nous dire d'aller nous coucher à 22h? Pardon? Oui, excusez-nous, nous sommes un peu perdus. Mais en quelle année sommes-nous? Vous vous moquez? Nous sommes en 1914. Je vais vous ramener chez vous. Où habitez-vous? Pas besoin, monsieur le sergent, on s'en occupe. Je suis un commandant. Allez, ça va aller, monsieur le commandant.
Mais vous êtes fous de rester là, avec tous ces soldats qui tapent dans la rue? Heureusement que celui-là, on le connaissait. En fait, moi c'est Victor. Moi c'est Auguste. Nous sommes amis. Enchanté. Tiens, c'est bizarre, notre grand-père s'appelait aussi Auguste. Ouais. L'archiduc assassiné est autrichien. L'assassin est serbe. Les Autrichiens ont donc rouspété sur les Serbes. C'est logique. Or, les Serbes sont alliés des Russes. Donc, les Russes ont déclaré la guerre à l'Autriche. C'est ça aussi l'amitié. Mais l'Autriche est amie de l'Allemagne. L'Allemagne est alors en guerre contre la Russie. Quant aux Français, ils sont potes des Russes, donc les Français déclarent la guerre aux Allemands. Or, les Allemands, selon le plan von Schlieffen, veulent une guerre rapide, donc ils se dépêchent d'attaquer la France. Mais pour que les Allemands attaquent la France en contournant l'Alsace, ils doivent passer par la Belgique. Or, les Belges ne veulent pas. Donc, la Belgique se bat contre l'Allemagne. Les Allemands Avancent, avancent, avancent. Les Belges reculent, reculent, reculent. Mais les blocs. Sur le front de l'Isère, ça, c'était ni prévu. Les Anglais, qu'il ne faut pas oublier sur le Rhin, protègent la neutralité de la Belgique et ne veulent pas laisser faire le vilain Guillaume II. Bref, nous voilà embarqués dans la Première Guerre mondiale. Simple, non?
de 17 à 55 ans inclus sont tenus de se trouver le 15 novembre 1916 à 8 h du matin, heure allemande, place du marché à Wavre. Les intéressés devront être porteurs de leur certificat d'identité et le cas échéant de leur carte de contrôle de travail. Il est permis d'apporter de petits bagages à main et de l'argent. Les ecclésiastiques, les avocats, médecins, instituteurs et professeurs ne doivent pas se rendre au dit contrôle. Hé, Auguste, dis-leur bien que tu es cuisinier. L'homme qui se tient à côté de lui, c'est Victor Van der Stappen, son meilleur ami. Hé, Auguste, dis-leur bien que tu es cuisinier dans un resto chic de la capitale, pas foutu de porter une poutrelle ou d'enfoncer une bise dans un bout de bois. Tu saisis, surtout ne signe rien. Ils ont prétendu qu'ils n'embarqueraient que les chômeurs, les ivrognes et les fainéants, mais ils mentent. Tu saisis, ils cherchent des ouvriers, des hommes qui savent y faire. Le roi avance, s'engouffre dans la première salle de l'école publique par paquet de 10 hommes. Dans le grand hall, un médecin les examine. Avez-vous des problèmes de santé à signaler? Non. Avancez! Les officiers l'interpellent pour agir. Êtes-vous chômeur? Non. Quel âge avez-vous? 21 ans. Dans quelle commune habitez-vous? Il répond du tac au tac, sans réfléchir. L'officier de gauche a déjà saisi le registre de la ville et feuillette les listes. Votre village, c'est les Langelot, tous les départs de la ville? Oui, c'est ça. Tous les hommes de chez vous travaillent le métal, n'est-ce pas? Oui. Êtes-vous ouvrier métallurgiste? Monsieur, êtes-vous ouvrier métallurgiste? Êtes-vous ouvrier métallurgiste? Êtes-vous ouvrier métallurgiste? Il ferme les yeux, comme si la question qu'on venait de lui poser exigeait une intense réflexion. Tranche, 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 à dans la planche rouge. Je coupe un morceau de chair parfaitement régulier. Tchac, 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 le feu sous le métal. Et la viande qui s'étale sur la surface brûlante, qui saisit, se contracte et grésille sur la flamme. Casse, 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 c'est comme les deux qui éclatent. Et le blanc risque qui se mélange au jaune dans un grincement de fourchette. Oignon, carotte, patate! Oignon, carotte, patate! Tac, tac, tac. Le chef crie, crache, exulte en dirigeant les cuistots de sa brigade culinaire. Allez, le violon n'entend pas, messieurs. Le violon est une pressée de les machines grondes dans les usines. Il y a le 20e siècle. Le violon n'a pas le temps. Parce que le temps coûte cher, messieurs, les deux faisaient des comme lui, alors activez la cadence. Le nouveau siècle, c'est 15 millions de chair. Je suis un homme de feu, c'est vrai. J'ai le visage roussi et les mains brûlées. Pas à cause des forges, non. C'est à cause des fourneaux de cuisine. Je devrais leur expliquer. Parler, mais... Il a la gorge nouée. Dans la seconde salle publique de Wavre, assis derrière sa pile de registres administratifs, l'officier allemand s'impatiente. Quel est votre nom, monsieur? Veille. Je m'appelle Auguste Veille. Vous n'apparaissez pas sur la liste des travailleurs de votre village. Je ne veux pas que c'est un Jean Veille. Jean, c'est mon frère. Votre frère est-il ouvrier métallurgiste? Oui, il l'était. Il s'est engagé comme soldat volontaire il y a 2 ans. Il est mort pour combattant. Cette phrase, il l'a prononcée sans vouloir provoquer, mais l'a claqué dans l'air comme un coup de feu. Il est mort pour combattant. L'officier allemand tamponne un formulaire et lui crie « À gauche !» Et il s'échappe enfin, soulagé, par le couloir qu'on lui indique. Mais il ignore encore que ce couloir-là mène au chemin de fer, à la gare, à l'usine, et qu'il fait désormais partie du contingent des déportés économiques en partance pour l'Allemagne. Novembre 1916. Difficile de parler d'un train, on devrait plutôt dire une bétaillère. Ces caravanes-là sont destinées à transporter des bœufs. On est entassé à 40 par wagon. L'arrachement est cruel. Non! Au début, le train roule si lentement. On dirait que le pays s'éloigne au ralenti.
Dans le wagon, les gars essayent de montrer qu'ils n'ont pas peur. Peur de l'inconnu, de ce qui les attend à leur destination. Ils parlent beaucoup, surtout pour ne rien dire. Ils rient même, certains savent déjà la carte. D'autres chantent, la brabançonne. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi le cœur, à toi le bras. Le Vlaamse Zij zullen hem niet temen, de vieren Vlaamse leeuw. et même la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oui, notre belle jeunesse humaniste! Interdisez-lui tout simplement de retourner dans son pays. Vous verrez qu'il vous parlera de son village, trois barres raqueteuses et l'église au travers de la campagne morte. Comme vous voyez, monsieur! Dans ce train, on l'a vu venir. On le scande. On le crie! Ce pays qu'on quitte! Avec joie, avec fierté, avec colère. Tout ce boucan est censé couvrir les craintes qui nous mangent déjà les entrailles. Dans le wagon, tu vois une main qui jette au dehors, à travers la fente qui sert de fenêtre, un papier sur lequel il a griffonné. Werken, miskin. Ondertekenen, note. Travailler, peut-être. Signer, signe. Si, jamais! Et puis peu à peu, les bouches se taisent, les rires s'étouffent, les yeux se perdent dans le vide, les mains se crispent. Tac tac. Tac tac. Les heures passent. Le 18 novembre 1916, le train arrive au camp. Et sa carcasse de métal vomit toute la chair étrangère qu'elle tient dans son ventre. Un spectacle effroyable. Le train, au pays, en Belgique, a glané des prisonniers de ville en ville. Mais là, il recrache une foule immense. Des centaines, peut-être des milliers d'hommes, complètement ahuris, épuisés par le voyage, la maladie et l'inconfort, situent sans réfléchir sous les ordres des soldats. On nous demande de nous aligner en file, le barbeux, et de marcher vers le poste de contrôle. À côté de moi, un homme drague le sol de son ballon et torse de main gauche. Le rang avance. Au bout du quai, derrière un bureau de bois improvisé, un petit fonctionnaire allemand vérifie ma carte d'identité et me demande si j'ai signé mon contrat de travail. Je lui dis que non. Sans me regarder, il me tend le papier et s'écrie « Quartier Sud, dans la pancarte! Les jours suivants, on découvre les livres de vermine, des types et des coups gros comme des mouches, des rations de 200 grammes de peinture, quelques têtes d'avant, à la captivité, les vexations, l'insécurité et tout ce que la pudeur des hommes refuse de raconter. Mais malgré ça, les gars du village refusaient toujours de signer le moindre contrat de travail. Le 7 décembre 1916. Auguste, garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts. Le foie me mord comme un animal en rageur. Nous sommes 14. Un miel devant les bras, nous sommes du travail. Face à la fin de la serre, planté là, comme des pierres, balayé par le vent depuis 2 heures, peut-être 3. Accueillir des sables chemises, il faut à peine nos peuples. Les soldats non, armes en main, et qui le moindre me jette. La neige jusqu'aux genoux, je sais pas franchir. Si je m'effondre, et mes coups de crosse me pleuvra. Tac, 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 jusqu'à ce que je me relève, ou jusqu'à ce que je me relève plus du tout. C'est ce qui est arrivé à Eugène. Un gars imposant pourtant. Fort comme un cheval de trait. Le froid, la fatigue, les yeux vifs, les genoux qui lâchent, son corps éreinté qui persiste au sol. Une pluie de coups, une trace dont on ne se relève pas. Sur la neige blanche, une trace rouge. C'est là une mentionne. Eugène, il en a l'écart pour le frapper, l'interroger, le faire céder. Ils veulent que leurs nombreux ouvriers signent un contrat d'embauche volontaire. Ils ont besoin de ça. Ils veulent ça. Ne signez
plus mes pieds. La neige les a anesthésiés. Mes paupières s'alourdissent. Mes muscles se contractent. Nous sommes 14, alignés sur la plaine glacée du camp allemand, près d'Hambourg. 14 Belges à ne pas vouloir signer, à résister au vent et aux insultes des soldats. Très peu les ouverts. C'est bientôt fini. Je voudrais bien, mais je n'en peux plus. Je retombe inconscient. Les soldats se jettent sur moi, me frappent et traînent du corps sur la neige. Là-bas, sur la plaine glacée, ils ne sont maintenant plus que 13 à résister. Il s'appelle Auguste Veil et il a vécu 2 guerres mondiales. Durant la première, en s'en emmené de son patin natal jusqu'à une usine près de Hambourg en Allemagne. Il a été déporté là-bas pour y travailler de force. Quand il est rentré en Belgique, à la fin de la guerre, un nouveau petit tribunal administratif l'attendait pour juger son cas, pour juger le cas de tous les ouvriers belges déportés. L'enjeu de la procédure, par la reconnaissance de leur statut de victime civile et avec cela un petit dédommagement financier qui serait bien financé en militaire. Mais pour obtenir cette reconnaissance, il fallait d'abord prouver n'avoir jamais collaboré avec l'ennemi. Il fallait prouver sa bravoure, parler des horreurs subies et du travail obligatoire. Parler et assurer que jamais, au grand jamais, il n'avait travaillé là-bas, volontairement. Suivant! Alors, monsieur Veil, vous l'avez signé ce contrat de travail allemand, oui ou non? Alors, t'as signé ou t'as pas signé? Volontaire ou involontaire? Tu as voulu que tu travailles chez les Boches? Ou c'est les Boches qui ont eu de toi dans l'usine? C'est plus compliqué que ça. C'est toujours compliqué quand il s'agit de prouver son innocence. Vous plaisantez? J'ai l'air de lire. La guerre est une chose sérieuse, monsieur Veil. Une chose sérieuse. N'est-ce pas un détail? Il y a des détails qui font la différence, monsieur Veil. Certains détails de l'histoire ne sont pas en détail. Il ne proteste pas. Il fronce juste un petit peu les sourcils. Il ne dit rien. Il n'a jamais eu beaucoup de volonté, vous savez. Pas de grands projets de vie. Vivre lui suffisait. La guerre, il n'en voulait pas. Ce n'est pas lui qui a sorti son beau stylo plume pour les envoyer à la fosse commune, les gars de Vienne, de Paris, de Bruxelles ou d'ailleurs. Ce n'est pas moi qui ai signé des chèques débloquant des millions de francs pour l'achat d'armes et d'uniformes. Je n'ai pas signé d'autographe pour avoir joué dans sa campagne de propagande. Je n'ai pas signé l'article mensonger. Pas signé la peau de l'ennemi à la pointe de ma baïonnette. Pas signé le front des croyants, catholiques, orthodoxes, juifs et musulmans, pour les bénir avant de partir à la guerre. Pas signé les cartes d'Afrique pour découper entre vainqueurs le continent noir comme un vulgaire cassé aux gens. Pas signé la demande du pape arménien. Pas signé la commande de 10 millions de cercueils. Et je n'ai pas signé non plus les registres de recensement des chômeurs belges, l'avis médical attestant leur bonne santé physique et l'autorisation des circulations des indépendants des milliers d'ouvriers belges en Allemagne.
comment? Comme si cette question méritait une réflexion intense. Mais là-bas, sur la plaine glacée du camp de travail, est-ce qu'il l'a signé, oui ou non, ce foutu contrat de travail? Alors, t'as signé ou t'as pas signé? T'as signé ou t'as pas signé? Il s'appelle Auguste Day. Toute sa vie, il a fermé sa gueule. Il a les poumons en feu et du sang plein à la gorge. Aujourd'hui, il a la langue qui brûle. Il est temps que je parle. Merde, que pour de nos jeu. Il s'appelle Victor Van der Straten. On est complètement oublié. L'histoire a Alzheimer. Partout, ça parle de 14-18. Et une cérémonie par-ci, un article par-là, la une des journaux, des livres, du bla bla bla. Et il y en a que pour le parler dans sa tranchée. Comme si toute la guerre, c'était le fond de l'Isère. Une guerre mondiale qui tient tout à côté. Sur un tout petit morceau d'un tout petit pays. Non mais, ils ne croient pas les gens. Et c'était des vacances peut-être? Une dictature? Que pour l'homme, avec notre voix, notre peuple, notre mère patrie, pour ne pas devenir des boucliers humains. Voilà. Oui, ils faisaient ça les Boches, des boucliers humains. À Somalie par exemple, 300 habitants. Voilà les Boches. On prend les Belges et on les fait avancer dans le monde. On prend les Belges et on les bloque sur le pont au-dessus de la Meuse pendant des jours et des jours. On n'a pas que le pont soit bombardé. On prend des civils et on leur met une balle dans la tête, pour l'exemple, pour représailles. Et Auguste, tu sais comment ça se fait que je n'y étais pas sur le front de l'Isère? Je n'avais pas fait mon service militaire, tiens. Comment ça se fait que je n'ai pas fait le service? Toi, t'es en train de me regarder si je n'ai pas en pied de beau ou quelque chose qui cloche. Non, tu sais, tout fonctionne, en haut, en bas et dans la caboche. Merci, d'un cul, qui capte à l'as, d'Europe et de femme. En Belgique, il y a ceux qui avaient le bon âge devaient tirer un numéro, comme une tombola. J'ai payé 400 francs belges à l'avance pour qu'un autre y aille à ma place si je tirais le mauvais numéro. Ouf, j'ai bien fait. L'autre, c'était un fils de fermier, un flamand. Ses parents avaient besoin d'argent. Tous leurs pères étaient morts de la peste bovine. Je ne savais pas que, quelques années plus tard, ce serait la guerre. Quand la guerre s'est terminée, ils ont encore attendu 4 mois, 120 jours, 2880 heures avant de pouvoir rentrer chez eux. Fine, la femme de Victor, après avoir passé des mois sur sa chaise face à la fenêtre, ne tenait plus en place. Victor, il avait perdu son job à l'usine. Fallait laisser place aux héros qui ont du pays. J'ai été chercher les économies chez mon frère, Henri. Et tu sais quoi? Volatiliser les économies, déplumer Victor. La guerre, les Boches. Il y a toujours des gens à qui la guerre profite. Je lui ai dit ça. Il m'a craché au visage. Je n'ai pas le leçon à recevoir d'un fuyard. T'es la honte de la famille, Victor. Alors, elles étaient bien tes vacances à la mer? Tu m'as ramené un souvenir? Il mangeait dans leur argentine. Sans se gêner, tu sais. Il y avait droit, parce qu'il avait sauvé, soi-disant. Parce qu'il avait souffert plus que nous. À ce moment-là, ils ont compris que ce ne sont pas les Boches qui avaient fouillé retourner à la maison. Il y a entendu quelques couleurs les premiers mois, mais c'est comme si quelque chose s'était cassé en elle. Un ressort ou quoi? Le 11 novembre 1923, en plein défilé, elle a sauté par la fenêtre. Elle est retombée comme une poupée cassée sur le sol gelé, au pied d'un tout jeune soldat qui voyait un cadavre pour la première fois.
Elle non plus, elle n'est pas dans les statistiques de cette étude d'Adéder. Mais c'est quand même la guerre qui l'a blessée. Elle n'a pas pu être enterrée à l'église. Elle n'a pas entendu la volonté de Dieu, et puis il s'est donné la mort. Alors on a eu la chance de survivre à la guerre. Est-ce que j'aurais dû la faire, cette guerre? Il s'appelle Victor. Victor van der Stappen. Il a un belge du bord. Il a été mettre sa famille à l'abri, mais il a perdu sa femme et son fils à la guerre. Pas sur le fond de l'Isère, non, mais lors de cette foutue Belvédère. Alors maintenant, vous là, vous allez aller raconter tout ça, que faire d'homme au nom de Dieu, c'est un ordre. Et après, peut-être que je serai un peu moins en colère. Peut-être qu'on pourra enfin être en paix. Une médaille de guerre, c'est impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de gars qui auraient préféré rester en vie et ne pas recevoir de médaille. Au fond, nous étions demandé, pour vous la patrie, c'est quoi? La patrie, la Belgique, la mère patrie, c'est 1986, c'est Mexico, la Coupe du Monde, le bulletin de Sochifo contre l'RSS, la victoire de Sandra Kim à l'Eurovision, le grand Jojo. On s'est battu pour les foot et les chansons. La guerre est comme la fièvre typhoïde. Il faut la fuir. Et si on l'attrape, il faut lutter pour éradiquer à jamais. Ces 4 ans de conflit sur terre et sur mer, ces massacres, ces 9 millions de morts, autant d'impalus, ce feu et ce sang, ces sacrifices de tous nos ancêtres, cela nous a donné un monde meilleur. Les choses ont-elles vraiment changé? Nous avons 15 ans, 13 ans, 17 ans, 14 ans, 16 ans, et nous avons rencontré nos héros. je suis un super Pas de blagues déguisés en chauve-souris, pas de gars qui deviennent tout verts quand on n'est pas d'accord avec eux. Pas des types avec des têtes de Playmobil qui mettent leur slip par-dessus leurs vêtements. Pas des jeunes mâles dans leur peau qui se prennent pour des araignées. Il n'avait pas de figure H, pas de rayon laser dans les yeux, pas d'oreilles pointues et de costumes ridicules, et encore moins un masque de carnaval. Le jour où nous avons découvert ce carnet, nous avons rencontré nos héros. Are you coming to the tree that sprung up a man? They say over the tree. Strange things that happen here, no stranger what it be. Free men hanging, lying, hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men collide, for you got to flee. Strange things that happen, ain't no stranger what it be. Free men, amen, now in the hanging tree. Are you coming to the tree? That told you to run, so we both be free. Strange things that happen, ain't no stranger what it be. Free men, amen, now in the hanging tree. Are you coming to the tree? With necklace of rum, side by side with me. Strange things that happen, ain't no stranger what it be. Free men, amen, now in the hanging tree. Are you coming to the tree? I told you to run, so we both be free. Strange things that happen, ain't no stranger what it be. Free men, amen, now in the hanging tree. Are you coming to the tree? We told you to run, so we both be free. Strange things did happen here, no stranger will it be. We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree that sprung up a man that sat upon the tree? Strange things did happen, be no stranger will it be. You met at midnight in the hanging tree.
Night in the